Madame la députée, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur, cher Jean-Christophe, Mesdames et Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus à ce 17e colloque national de la FNADEPA. Comme de coutume, il me revient le plaisir de vous accueillir, que ce soit ici à Paris ou à distance, devant vos écrans. D'ores et déjà, je vous remercie de votre participation fidèle à ce grand rendez-vous politique. Cette année, notre colloque s'inscrit dans une période bien particulière, atypique et paradoxale, par ses rebondissements et périodes d'attentisme, d'incertitudes et d'espoir. En résumant, plus forte que Netflix et Canal+ réunis. Nous pourrions nous en amuser ou admirer l'agilité des scénaristes à trouver autant de twists si cela ne prêtait pas à conséquence sur tous les pans de notre nation et sur notre secteur en particulier. Ouvrez les bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler les valeurs, a dit le Dalai Lama. En ces temps troubles, la solution ne serait-elle pas à rechercher dans les fondements mêmes de notre République? Liberté, égalité, fraternité, peut-on lire sur les frontons de nos édifices publics. Trois valeurs que les professionnels du grand âge, mais aussi les aidants, les bénévoles et tous les acteurs du secteur font vivre au quotidien dans les établissements et services pour personnes âgées. Et pour une raison toute simple, l'accompagnement du grand âge est l'une des manifestations les plus concrètes des valeurs humanistes, fraternelles et universelles de notre pays, de cette concorde républicaine qui nous unit. Celle-ci est nourrie par une conviction profonde. Que dis-je une conviction? Un savoir. À la FNADEPA, nous savons que le vieillissement est une chance pour chaque individu, mais aussi pour notre nation. Une chance pour renforcer la solidarité entre les générations et construire une société plus inclusive et plus solidaire. Une chance économique, ne serait-ce que par les milliers d'emplois non délocalisables qu'offre notre secteur. Une chance également technologique, médicale et environnementale. Mais je sais que je n'ai pas à vous convaincre. Ni vous, ni aucun des parlementaires, grands administrateurs et institutionnels que nous rencontrons tout au long de l'année et qui partagent largement notre vision collective de la question. Quel paradoxe! Car alors, qu'attendent ces grands décideurs pour se saisir collectivement des enjeux du vieillissement? Qu'attendent-ils pour intégrer le bouleversement que va connaître notre pays, comme bien d'autres d'ailleurs, avec l'arrivée de la vague grise des baby-boomers? D'ici 2030, en une décennie, le nombre de 75-84 ans aura augmenté de 48%, entraînant des changements jusqu'aux petites choses du quotidien. Un exemple très concret. En Allemagne, la vitesse des escalators a été réduite de 15% pour faciliter la vie des citoyens. C'est si simple et tellement adapté à la population. Ce n'est pas faute de rappeler l'urgence, année après année, mois après mois, jour après jour. Le 24 septembre dernier, nous étions 18 organisations nationales et plus de 40 000 personnes acclamaient que les vieux méritent mieux. Sans parler des multiples rapports, articles, tribunes sur le sujet. Mesdames et messieurs, tous les jours, il est demandé aux professionnels du grand âge d'accompagner nos concitoyens le mieux possible, malgré des moyens contraints, et j'y reviendrai. Et ils assument cette responsabilité sociale avec un engagement et une inventivité incroyables, nourrissant ainsi cette concorde républicaine dont je parlais tout à l'heure. Alors, je m'adresse aux membres du gouvernement et aux parlementaires, aux hauts fonctionnaires de l'État et des collectivités départementales et territoriales. À notre tour, de vous demander d'assumer vos responsabilités envers la nation et de trouver des compromis, des cohérences, des voies de réussite autour des grands sujets qui concernent nos concitoyens. Et nous sommes nombreux à penser que le grand âge est de cela. Car oui, le défi est immense et appelle l'engagement massif de l'État. Il ne suffit pas de préparer à vieillir, mais à bien vieillir. Pour que les planètes s'alignent enfin, vous le savez, nous n'avons de cesse de les réclamer. Il faut deux éléments essentiels, l'un allant pas sans l'autre. D'abord, une réforme structurelle et des financements solides et pérennes estimés à 12 milliards d'euros. Une réforme structurelle et des moyens pérennes
pérennes et solides. Un montant non négligeable, 12 milliards d'euros, mais indispensable. Alors, où puiser cette manne financière? Plusieurs pistes, dans une période évidemment de déficit public que chacun connaît. Plusieurs pistes sont en effet sur la table. Une deuxième journée de solidarité, issue notamment d'un élément d'un rapport sénatorial d'il y a quelques mois, en septembre dernier. La création d'un système assurantiel obligatoire. La contribution des entreprises. Il n'appartient pas à la FNADEPA de se prononcer en faveur d'une ou l'autre de ces solutions. La solution, à nos yeux, ne pourrait être que protéiforme. Protéiforme, certes, mais elle doit reposer sur un principe directeur de solidarité nationale. Aux politiques, là aussi, de trancher. Et vite, car il s'agit de la clé de voûte de la réforme structurelle que nous réclamons tous. Jusqu'au législateur qui en a inscrit dans la loi Bien vieillir du 8 avril 2024 le principe au travers d'une loi de programmation, jusqu'ici, hélas, désespérément oubliée. Cette réforme structurelle, que nous avons si souvent évoquée ici, devra poser les fondements d'une gouvernance clarifiée et cohérente partout sur le territoire national et devra avoir pour mot d'ordre simplification. Cette réforme structurelle, au fond, elle est peut-être en cours. Nous pourrions dire que la dissolution et les changements ministériels ont pu repousser son inscription à l'agenda parlementaire. Je sais que le rose est l'une des couleurs phares de la FNADEPA, et j'aime aussi voir la vie en rose, un grand optimiste que vous connaissez. Mais les quelques allusions du Premier ministre sur le sujet restent notablement insuffisantes à nous convaincre. Il a en effet, je cite, appelé à avancer sur la question du grand âge, avec pour objectif de permettre aux personnes de bien vieillir et d'avoir le choix de leur domicile. Il a enfin encouragé l'ouverture du dialogue entre les parlementaires et les départements. Peu, vraiment trop peu. Mes chers amis, j'interpellais tout à l'heure nos élus sur leurs responsabilités. J'en appelle aussi à nos grandes administrations. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et je sais, un adage bien français. Arrêtons ça. Nos métiers de directeur croulent sous les normes, les enquêtes redondantes et les outils inadaptés à notre réalité, y compris les tout nouveaux, comme les tableaux de bord de la performance appliqués au domicile depuis mai dernier. Sans parler, plus globalement, des dispositifs d'accompagnement et de coordination qui constituent un millefeuille administratif incompréhensible pour nos aînés. Chaque directeur dans cette salle a, j'en suis certain, des exemples qui ternissent son quotidien. Certes, votre sens des responsabilités est immense, mais je ne parierai pas sur votre résistance infinie face à des contraintes contre-productives et mangeuses de sens. Simplifions donc, en termes de visibilité, de parcours et de réponse aux personnes. En un mot, transformons l'offre d'accompagnement en la fondant sur une gouvernance claire et des financements solides, et ce, au bénéfice des principaux intéressés, nos vieux. À l'instar du vieillissement de notre population, cette transformation a heureusement déjà commencé. Une partie grâce à des réformes nationales, déjà lancées, votées ou écrites. Une partie grâce à des actions du terrain, semblables à ces petits ruisseaux qui font les grandes rivières. J'y reviendrai plus tard. En parlant d'abord de réformes structurantes, je dois d'abord vous partager une désillusion, celle de la réforme des services autonomie à domicile. Elle était conçue pour rendre plus lisible l'accompagnement des personnes et améliorer la coordination entre l'aide et le soin. Sur le papier, la réforme était belle. Et nous y avons cru en participant activement à sa construction. Mise en application, la réalité est hélas tout autre. La complexité tant juridique que territoriale et financière n'aboutit qu'à une réforme d'institution, et souvent à leur corps défendant. D'accord, et c'est heureux. Il y aura sans doute quelques succès ça et là, mais combien d'échecs à côté? Nos adhérents du secteur du domicile, et vous le savez, j'en fais partie, aboutissent à un constat assez fataliste. En l'état, cette réforme n'apportera rien de positif, ni pour les services, ni pour les citoyens.
Un comble tout de même. Et comme il n'est jamais trop tard pour revoir la copie, la FNADEPA continuera de demander avec force une adaptation de la réforme. À ce cri d'alerte vient s'ajouter l'incertitude liée à la fusion des tarifs, soins et dépendances des EHPAD, qui amorcerait une clarification des rôles entre ARS et départements. Ce 1er janvier, 23 départements auraient dû expérimenter le forfait global unique, et ce pour 2 ans, comme nous l'avions proposé au lieu des 4 ans initialement prévus. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans un grand flou, sans loi de finances, ni loi de financement de sécurité sociale, qui devait finaliser les conditions budgétaires. Le lancement, vous le savez, est reporté. Nous l'espérons à une échéance la plus courte possible et selon les modalités obtenues en novembre dernier. Soyez assurés que là encore, nous allons suivre avec la plus grande attention l'examen du futur PLFSS qui débute au Sénat et je sais que et Mme Besse et M. Janégon ici présents sauront relayer nos attentes et vous ne manqueront pas évidemment de vous alimenter. Ça, c'est les 2 sujets d'inquiétude et vous le voyez, ils sont majeurs pour nous tous. Enfin, parce qu'il faut apporter aussi une note un peu plus optimiste, j'exprimerai une double espérance. D'abord dans l'action engagée auprès des résidences autonomie par la CNSA, la CNAV et les départements. Action qui a permis la rénovation et l'équipement de près de 26 000 logements et vise pour 2026 la création de 7 000 places nouvelles. Une dynamique timide au regard des besoins qui doit s'amplifier comme nous l'avons réclamé dans notre plaidoyer pour les résidences autonomie paru en 2023. Mais elle marque tout de même une volonté de préserver et de valoriser ces structures essentielles qui se distinguent dans la jungle actuelle des habitats inclusifs par leur vocation sociale et leur rôle majeur dans le maintien de l'autonomie de nos concitoyens. L'autre espoir se situe dans la mise en place du service public départemental de l'autonomie. Comme beaucoup, nous aurions aimé disposer d'un bilan de l'expérimentation menée l'année dernière, mais gageons que leur généralisation, dès ce 1er janvier, sera couronnée de succès. La FNADEPA place beaucoup d'espoir dans la réussite de ce guichet unique qui aurait déjà fait émerger de belles dynamiques dans les territoires préfigurateurs. Pour la FNADEPA, les clés de la réussite tiennent en 3 éléments. Une stratégie partagée par toutes les parties prenantes, une organisation intégrée des acteurs et un pilote unique et clairement identifié pour guider les politiques publiques jusqu'aux citoyens. Loin d'être une énième couche ajoutée au déjà bien indigeste millefeuille administratif, le SPDA, lieu d'élaboration des politiques publiques co-construites, remplira alors pleinement son objectif d'information, d'orientation et de coordination efficiente au bénéfice de nos concitoyens vulnérables, et ce, partout sur le territoire de la République. Nous, on y croit, tout comme nous croyons à la dynamique de transformation du modèle à partir du terrain, de vos établissements et services. Les changements sont sans doute moins visibles et plus dispersés, mais ils sont indéniables et bien plus nombreux qu'on le pense. Mesdames et messieurs, j'ai la chance, en tant que président d'une fédération regroupant 1600 adhérents, d'aller très souvent à leur rencontre. Laissez-moi vous faire part de mon admiration devant toutes les initiatives menées pour améliorer la qualité de vie de nos vieux et les conditions de travail des professionnels. À votre échelle, avec courage, imagination et une grosse dose de ténacité, vous participez déjà à transformer en profondeur vos établissements et vos services. Et c'est heureux car nos vieux d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Le passage actuel de la génération silencieuse, née avant 1945, à celle des baby-boomers et bientôt à la génération X, va radicalement modifier le profil, les attentes et les habitudes des seniors. Je sais, on parle souvent de la transformation de l'EHPAD vers un lieu de vie mieux intégré dans les territoires et dans la cité, une plateforme territoriale de services, un réel chez-soi, personnalisé et sécurisant, une organisation adaptée aux résidents, une intégration dans un parcours de vie global,
dans lesquels les services à domicile et les résidences autonomie sont des éléments incontournables. Ces transformations, ou plutôt ces évolutions constantes, des directeurs les ont déjà pensées. L'EHPAD est déjà ouvert, il est déjà inclusif, il est déjà tourné vers la culture, le sport, les loisirs, l'exercice de la citoyenneté. Quel meilleur exemple pourrait citer que la réalisation de ce rap et son clip vidéo coécrit par des résidents et des ex-prisonniers dans un EHPAD à Montpellier. Le logement d'étudiants dans des EHPAD à Marseille et à Brest. L'implantation de micro-crèches dans un établissement à Bordeaux. L'ouverture de bâtiments à des trails urbains à Rennes et à Nîmes. L'organisation d'olympiades avec les résidents, les professionnels, les familles. Et il y en a eu beaucoup en cette année olympique et paralympique. À l'échelle d'un ou plusieurs établissements, voire même d'un département tout entier dans les Alpes-Maritimes, avec ses 27 structures et 700 participants. Sans oublier l'organisation de résidences d'artistes en été dans le Var, le spectacle offert par la FNADEPA Maine-et-Loire à tous les établissements du département avec son programme Culture Âge, les marchés de Noël qui ont fleuri le mois dernier dans de très nombreuses structures. Et j'en oublie tellement. Autant d'actions financées par des dotations, des sponsorings, des fonds publics, des fonds privés, parfois même des fonds de tiroir. Elles sont d'autant plus remarquables qu'elles reposent majoritairement sur l'énergie, l'imagination, la prise de risque et l'engagement passionné des directeurs et de leurs équipes, que je tiens chaleureusement à remercier ici. Collectivement, ils parviennent à faire évoluer notre offre d'accompagnement, et ce, dans un contexte de grave déficit financier et de pénurie de personnel quasi généralisée. Alors imaginez ce qu'ils pourraient faire s'ils n'avaient pas pour seule limite que leur imagination et celle des résidents. Si, comme 64% de nos adhérents, il ne manquait pas de 2,7 ETP de moyenne par structure. Si, comme 71% de leurs collègues, ils ne prévoyaient pas de terminer l'année 2024 en déficit. Quelle frustration insupportable, alors qu'on veut juste faire mieux pour nos vieux et ceux qui les accompagnent au quotidien. Nous ne sommes ni des surhommes ni des surfemmes, et notre sens profond des responsabilités et notre engagement ont des limites. Sans une politique d'autonomie robuste, une loi de programmation et des financements solides, nous ne saurons continuer à assurer un accompagnement digne de nos aînés. Et le rejet du PLFSS a fragilisé encore notre secteur, dont la situation est déjà alarmante. Les déficits sont explosifs et les réserves s'épuisent. En septembre dernier, d'après une enquête évidemment de votre fédération préférée, un établissement sur deux n'avait plus les réserves de compensation suffisantes. Les directeurs doivent-ils s'habituer à geler les investissements, à vivre sous perfusion ou grever la qualité de l'accompagnement? Vous connaissez la réponse. Non, non et renon. Ce choix-là, nous ne saurons l'accepter. Sous l'impulsion de Paul Christophe, alors ministre, ce PLF censuré était porteur de quelques moyens supplémentaires. Alors qu'en sera-t-il des 6% d'augmentation de l'OGD personnes âgées et des 100 millions d'euros d'aide exceptionnelle pour les structures en très grande difficulté? Certes, une goutte d'eau dans l'océan des besoins estimés lors de la manifestation Les Vieux méritent mieux à 1,4 milliard d'euros. Cette goutte d'eau, elle était évidemment insuffisante, mais ô combien indispensable, car constituant une planche de salut nécessaire pour beaucoup d'établissements et de services. Car malgré toutes les technologies du monde entier et les intelligences artificielles, dans notre secteur, on ne peut pas faire sans bras, sans cœur et sans cerveau. Le gouvernement a certes annoncé qu'il repartirait du texte issu de la commission mixte paritaire, mais quelle garantie pouvons-nous avoir quant au maintien de ces mesures? Je dois vous dire que Madame la ministre est excusée ce matin, mais nous aurons l'occasion de lui dire tout ça et de revendiquer avec elle tout cela la semaine prochaine, lundi prochain à 11 h, puisque Annabelle et moi serons reçus par Madame Parmentier-Lecocq pour redire ce que vous dites, ce que nous pensons, et nous aurons cette occasion-là de lui redire. Quel paradoxe! Pourtant, quel paradoxe que celui qui nous conduit à espérer la concrétisation de mesures qui étaient pourtant largement insuffisantes,
pour faire face aux enjeux du vieillissement, et garantir les conditions d'une grande réforme de l'accompagnement de nos vieux d'aujourd'hui et de demain. Mes chers amis, je vous le disais, nous vivons une période singulière. C'est sans aucun doute l'heure des choix et des prises de responsabilité. Les semaines et mois à venir vont être déterminants et vous pouvez être assurés que la FNADEPA agira avec la plus grande ténacité pour faire entendre votre voix, celle des équipes et surtout celle des personnes âgées pour qui nous œuvrons depuis tant d'années. Car si le gouvernement, le paysage médico-social, la FNADEPA et nos métiers évoluent, il est une constante. Les personnes âgées sont et doivent rester la priorité de toutes nos actions et décisions. C'est pour eux et leur qualité de vie que nous nous engageons. En tant que directrice et directeur, en tant que militant d'une fédération qui va fêter ses 40 ans au printemps prochain. Un âge dont nous pouvons être fiers, et je le suis infiniment. Notre réseau est parcouru de convictions profondes, d'un engagement partagé, de compétences et d'expertise reconnues. Malgré les difficultés, nous continuerons à proposer des solutions issues des expériences de terrain, à construire sans relâche des positions politiques innovantes et courageuses, et à revendiquer avec force les moyens d'une réforme du grand âge indispensable pour notre société tout entière. Pour tout cela, mesdames et messieurs, pour votre engagement quotidien et pour votre capacité à ne jamais abandonner, un immense merci. Je remercie tout particulièrement Guillaume Marzocchi et toute l'équipe de la FNADEPA, sans qui ce colloque n'aurait pas eu lieu. Et je salue avec joie le retour d'Anna Belvec, qui a retrouvé sa place après quelques semaines d'absence. Je remercie enfin tous les intervenants de ce 17e colloque national et Antoine Jambon, qui va animer cette journée. Bon 17e colloque national à toutes et à tous.